Alors, j'aimerais d'abord énormément vous remercier de me recevoir ici pour la présentation du livre, d'ailleurs sur le principe de l'invitation et plus spécifiquement pour la présentation du livre. Faut savoir, et je ne cesse de le répéter là où ce peut être entendu, qu'il y a aujourd'hui en France une vraie difficulté à prendre la parole autrement que dans des lieux qui sont ou à la périphérie ou marginaux. Ici, on nous offre la possibilité de prendre la parole. C'est extrêmement rare et de plus en plus rare. Et donc, merci de cette opportunité d'un échange de la parole, surtout dans un lieu dont ce que j'ai appris depuis que j'ai pris connaissance de votre existence, c'est qu'effectivement, au-delà même du rapprochement et de la réflexion autour des cultures et des langues, de l'arabe et de la langue française, il y a aussi toute une dimension de la réflexion sur les Suds, comme vous avez très justement dit, et des choses qui devraient être des horizons qui s'ouvrent de plus en plus aux femmes et aux hommes français, citoyens et d'origine du Sud, qui ont tendance, au moment où on leur demande d'être de bons Français, à oublier les origines du Sud, avec l'apparition d'une petite bourgeoisie bien installée, heureuse de son salaire, oubliant ses racines et ses combats aussi. Donc merci de cela et merci de la nature de votre invitation. Alors ce que j'aimerais faire, c'est de ne pas prendre trop de temps sur la présentation du livre. Je ressors aujourd'hui de 3 ou 4 débats qui sont directement liés à un certain nombre de thèmes que j'aborde dans ce livre. Le préambule du livre lui-même, simplement pour que vous sachiez déjà où il se situe dans le panorama de ce que j'essaye de faire, parce qu'il y a une géographie de mon engagement en fonction des thèmes que j'aborde et des orientations, et ça, très souvent, j'ai affaire à des critiques qui, souvent ne lisent pas les livres, mais quand ils les lisent, ne savent pas où les situer dans la géographie de ce qui est produit. Il y a une série de livres qui concernent les sociétés majoritairement musulmanes, il y a une série de livres qui concernent la situation des musulmans en Occident. Ça a commencé avec les musulmans dans la laïcité, être un musulman européen, les musulmans d'Occident, l'avenir de l'islam. Et cet ouvrage-là est un ouvrage de clarification dans cette série-là, c'est-à-dire que ça concerne les musulmans qui vivent en Occident, les occidentaux de confession musulmane ou les occidentaux musulmans. Donc ça fait partie de cette série-là. Il y a une autre série sur les sociétés majoritairement musulmanes, et entre les deux, il y a des ouvrages qui sont des ouvrages sur des fondements théologiques et légaux, théologico-légaux, au sens où j'aborde des questions qui sont liées au fondement du droit et de la jurisprudence, ou à des questions de philosophie, comme aussi La réforme radicale est un livre transversal qui concerne les musulmans du monde contemporain en face des défis du monde contemporain. C'est ni en Occident, ni dans le monde majoritairement musulman. Pourquoi est-ce que je vous dis cela? Parce que souvent, à ne pas comprendre les domaines, on commence à mélanger les méthodologies. Or, les méthodologies sont toujours liées au domaine. Vous avez une méthodologie d'approche en fonction du sujet, du sujet que vous abordez. Si vous faites de la médecine et que vous allez vous arrêter sur le corps humain, la méthodologie qui va être appliquée va être fonction du sujet que vous abordez. Quand vous êtes en sociologie ou en sciences humaines, c'est exactement la même chose. Malheureusement, on a des gens qui confondent tout. Parce qu'on parle d'islam ou parce qu'on parle de questions contemporaines, on pense qu'on peut importer le concept et penser que c'est la même méthode puisque c'est la même, narration ou la métanarration. Tout ça, à mon sens, est un peu simpliste dans ce qu'on a aujourd'hui comme type de rapport à la question islamique d'un point de vue général, et puis ensuite tout ce que ça peut toucher, parce que la question islamique, elle touche un certain nombre d'autres questions que l'on mélange aussi, sans qu'on sache très bien de quoi on parle. Donc voilà, ça c'est la géographie générale. Ensuite, j'avais un éditeur italien qui m'a dit, et il avait raison de ce point de vue-là, il me dit: tous tes ouvrages qui sont épais sur ces différentes personnes ne les lit, fais-nous un ouvrage de clarification simple, pour les gens pressés. C'est-à-dire pour les journalistes qui lisent plus, parce que souvent, moi j'ai des journalistes, ils me répètent 100 000 fois, et même maintenant, après le livre, c'est la même chose, 100 000 fois les mêmes questions, il faut revenir... Tout ce qui fait controverse fait actualité. C'est-à-dire on n'est plus du tout dans le débat d'idées fondamentales, on est dans le débat de controverse superficielle.
et on a l'impression qu'on a des débats nationaux. C'est un peu votre débat sur l'identité nationale. Bonne chance chez vous. Mais enfin bref, ça c'est la réalité qui m'était proposée. Et à un moment donné, je me suis dit, je vais effectivement faire un ouvrage de clarification, d'abord sur la pensée fondamentale, les thèses fondamentales, puis aussi, ensuite expliquer ce pourquoi ces thèses fondamentales, elles font controverse, elles trouvent des ennemis. Des ennemis, parce que ce n'est pas parce que vous avez une parole limpide que vous n'avez pas limpide ou clair, ou qui en fait d'une certaine façon met en évidence un certain nombre de principes qui apparemment sont acceptés mais qui produisent de l'animosité fondamentalement. Et donc c'est ça l'objet du livre. Et donc simplement en termes de thèse fondamentale. Première des choses, dans le préambule, je me suis arrêté à quelque chose qui est aujourd'hui pour moi déterminant, c'est la nouvelle visibilité de cette population occidentale de confession musulmane. Et attention, ce n'est pas un livre sur la France, c'est un livre qui traite des questions françaises, mais avec un angle beaucoup plus large. Parce que je pense que c'est très dangereux pour les citoyens français de confession musulmane de s'enfermer dans ce qui leur est imposé par la classe politique française en matière de ce débat-là. Parce que la France a la prétention à l'universel, en même temps qu'elle a la prétention à l'exception. C'est aussi l'universel des droits de l'homme que l'exception culturelle. Et on veut mêler ceci. Dans les deux cas, qu'est-ce que ça veut dire? On a l'universel que l'on possède et l'exception que l'on protège. Et dans les deux cas, c'est une position, un rapport de distinction par rapport à autrui, et qui a une distinction parfois en termes de donneur de leçons vis-à-vis des autres cultures, et pas forcément par rapport à la culture algérienne. Parce que le traumatisme avec l'Algérie est profond, vous le savez, mais c'est aussi avec les autres cultures. Si vous entendez les Français parler de la culture anglo-saxonne et des Anglais, on est à la limite du n'importe quoi et du presque rien. Enfin, si vous vous rappelez de Monsieur Zemmouri qui ose me dire à la télévision, ben, le seul pays d'immigration, c'est la... Je veux dire, franchement, bref, on ne va pas entrer dans ce débat-là. Tout ça pour dire que c'est assez systématique et il faut garder un angle de vue occidental au sens des sociétés américaines, canadiennes, australiennes, néo-zélandaises et européennes, et avec toute la diversité européenne. Donc c'est un texte qui touche tout cela en même temps. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y a de commun et qu'est-ce qu'il y a de distinct? Parce qu'il faut autant connaître le commun que la spécificité française quand même. C'est-à-dire qu'il ne faut pas s'enfermer dans la spécificité, mais il faut connaître le commun pour pouvoir faire en sorte que le spécifique ne soit pas abordé de façon dogmatique et exclusive. Donc c'est un espèce de rapport tout à fait particulier à la communalité, la communauté ou le caractère similaire d'un certain nombre de défis et en même temps la spécificité de leur traduction dans le champ de la société dans laquelle on vit. Et pour vous, ici, c'est la société française. Et l'une des caractéristiques premières, c'est la nouvelle visibilité. Et la nouvelle visibilité, elle est l'apparition de Françaises et de Français, deuxième, troisième, quatrième, cinquième génération, qu'on continue à appeler la deuxième génération, qu'on continue à appeler les jeunes musulmans, dont certains d'entre vous ont pris un peu d'âge. Et donc, mais ce n'est pas un hasard. La terminologie dit énormément. La seconde génération, quand on utilise la terminologie de la seconde génération, ça veut toujours dire psychologiquement, ils viennent d'arriver. Et quand on dit jeunes, c'est qu'ils n'ont pas encore la maturité. Ceux qui viennent d'arriver et qui n'ont jamais encore acquis la maturité. Ce discours infantilisant que certains Français de confession musulmane eux-mêmes ont assimilé et continuent à répéter, il n'est pas innocent. L'un des pouvoirs les plus puissants, et ça vous le savez si vous avez lu Édouard Sarid, mais l'un des outils les plus puissants de la culture dominante, c'est toujours d'imposer la terminologie et l'axe des débats. Et nous, de ce point de vue-là, pour dire la vérité, nous sommes loin d'avoir atteint le niveau requis pour inverser les choses. Parce que la vraie question, elle n'est pas simplement la question qu'on nous pose, c'est notre capacité à questionner les questions. À questionner la formulation des questions. Et pas à s'enfermer, parce que quelqu'un qui pense que la seule bonne réponse, elle est de bien répondre à la question posée, n'a même pas compris que l'enjeu du pouvoir, c'est la capacité à poser la question. Et la façon de la question. La façon, le phrasé de la question, la nature de la question.
vous le comprenez parfois parce que c'est tellement gros, les pièges sont tellement gros, quand on vous parle d'identité nationale, c'est tellement gros que vous avez bien compris que la question était piégée. Mais même dans d'autres types de questions,